Alors bonsoir à toutes et à tous, et merci infiniment de nous faire l'amitié d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir ici au Learning Planet Institute, qui est en plein cœur de Paris, et puis un tout petit peu plus loin aussi pour ceux qui nous regardent en distanciel, parce que je le rappelle, évidemment, cette soirée est retransmise en direct sur la chaîne YouTube d'Ashoka. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir. Je dis nous parce que j'ai la lourde responsabilité de représenter l'initiative Racine à l'origine de cet événement. Et ne vous inquiétez pas, vous en saurez bientôt davantage sur l'initiative Racine au cours de cette soirée. Et nous avons tenu à vous donner rendez-vous ici, au Learning Planet Institute, parce que ce lieu d'apprentissage nous semblait être un endroit idéal pour démarrer ce voyage initiatique au pays de la systémie. Et pour nous en parler un peu plus, je suis ravie d'accueillir François Tadei, qui est le président cofondateur du Learning Planet Institute. François, je t'en prie, viens, parce que tu vas nous expliquer en quoi ce lieu, justement, tombe plutôt pas mal par rapport à tout le déroulé de cette soirée. Donc, je vous demande d'accueillir François Tadei. Bonsoir, je suis très impressionné par... D'habitude, il y a plein d'étudiants. Oui, non, j'ai l'habitude de parler devant des gens, mais pas forcément autant de gens intéressés par le changement systémique. Je pense que c'est important. En fait, la jeune génération s'intéresse beaucoup à ces choses-là avec des approches peut-être un peu différentes, mais et peut-être qu'effectivement, le changement systémique, c'est un peu une seconde nature, parce que moi, j'ai fait de la biologie des systèmes et l'évolution des systèmes biologiques. Donc, en fait, le vivant passe son temps à faire des changements systémiques. Les écosystèmes passent leur temps à se transformer et à s'adapter et à développer des stratégies de résilience. Et donc, nous, on a beaucoup étudié ça. C'est ça qui nous a amenés ici. En fait, l'histoire de ce lieu, pour la faire vite, on a démarré sur une table qui était pas ronde, mais rectangulaire, et qui était à peine plus grande que le devant de l'estrade qui est là. Puis on a doublé taille tous les 18 mois depuis une grosse quinzaine d'années. Et grâce à, y compris la philanthropie, il y a beaucoup de philanthropes dans la salle, en particulier grâce à la Fondation Bettencourt, on a pu faire quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'on a aujourd'hui 7000 m² qui appartiennent à la mairie de Paris, qui nous les a confiés pour les 50 années à venir, et pour essayer de permettre de former la prochaine génération de game changers. Donc les gens qui justement comprennent que sans changement systémique, on n'ira pas très loin, et qui comprennent qu'il va falloir apprendre autrement. Et c'est pas juste passer des concours, avoir des bonnes notes, être premier de la classe, mais c'est être capable de faire preuve d'empathie, de coopération, d'esprit critique, de créativité, de capacité à faire ensemble des choses qu'on ne saurait faire seul. Et donc, il se trouve que nous, on a accompagné les étudiants. Si ce lieu a des caractéristiques un peu différentes d'autres lieux universitaires, c'est en partie parce qu'il a été co-designé depuis le premier jour avec les étudiants. Donc les diplômes sont co-designés avec les étudiants. L'amphi, vous avez peut-être remarqué que vous pouvez faire tourner les chaises, ce qui n'est pas le cas dans tous les amphis. Pas les serviettes. Hein. Pas encore. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ici des choses qu'on ne peut pas facilement faire ailleurs. Et comme il y a plein de choses qu'on peut faire ailleurs, on ne vient pas les faire ici, mais comme il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, il y a pas mal de gens qui viennent ici, c'est pour ça que ça a grandi assez vite. Et donc on a créé cette dynamique collective, et puis un jour Ashoka est venu m'expliquer ce que c'était que l'entrepreneuriat social, et j'avoue qu'il a fallu que je regarde pour vérifier ce que ça voulait dire, parce que je ne connaissais pas très bien, moi je suis un pauvre chercheur, et voilà. Donc on a progressivement combiné les approches qui viennent quelque part du cœur, comme l'entrepreneuriat social, et de la tête comme la démarche scientifique, pour essayer de se dire qu'en fait, si on savait allier les deux et les mettre au service de nos mains et de nos envies d'avancer, on pourrait faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et donc on essaie de former comme ça des gens capables de cette compréhension systémique qui suppose éventuellement une formation scientifique pour comprendre le système dont on parle, et une formation de game changer pour savoir quels sont les leviers d'action dans ce système. C'est une chose de le décrire, le système. C'en est une autre d'arriver à le faire évoluer. Et donc ça suppose de l'humilité. Non, dévoile pas trop. Tu sais qu'on a la soirée complète pour parler de tout ça. Hein. Donc sinon, moi, j'ai plus rien à dire, et nos intervenants non plus. Hein. En tout cas, cette fois-ci, c'est nous qui sommes venus te voir, François, pour te demander gentiment de pouvoir nous accueillir pour cette soirée qui va être, à mon avis, teintée d'apprentissage pour nous tous. Donc merci infiniment
Merci de nous avoir... le plaisir de vous écouter et puis de prendre un verre ensemble. Surtout, après, pour continuer ces conversations. Merci beaucoup, François. Alors, vous avez vu, François vous a dit pas mal d'indices. Merci, oui, je crois qu'on peut plus qu'applaudir notre François. Donc, je vais faire un tout petit peu plus court sur ce que j'avais prévu de vous dire, parce que ce qui est important, c'est qu'on entende plutôt les porteurs de projets et les philanthropes et les entrepreneurs sociaux agir à la racine, changer la norme. Ce sont des indices qui vous ont été diffusés lors de l'invitation pour découvrir, pour partir justement à la découverte de cette approche systémique, pour changer profondément notre société. Évidemment, vous, acteurs de changement, innovateurs sociaux, philanthropes, médias, pouvoirs publics qui êtes présents dans la salle, vous êtes, vous le savez, une partie de la solution pour répondre à ces grands problèmes de société qui nous traversent et que nous traverserons. Et je ne vous cache pas que vous voir aussi nombreux, comme le soulignait François tout à l'heure, c'est un signal fort pour nous, un signal fort d'un constat partagé qu'évidemment nous ne pouvons plus continuer de la sorte, mais surtout nous ne devons plus continuer de la sorte. Et les derniers événements, alors je pense tout récemment à la remise en question du droit à l'avortement aux États-Unis, à la guerre en Ukraine, aux enjeux géopolitiques, aux enjeux sanitaires, nous prouvent que, évidemment, ce constat est patent et que dans ce monde qui est globalisé, donc dans ce système, puisqu'on va appeler un chat, tout est relié, vous l'avez bien saisi, tout a une conséquence sur des éléments de ce système. Alors, peut-être que de prime abord, on ne verra pas l'impact immédiat, mais qu'il va falloir attendre quelques années pour le voir. En l'occurrence, la remise en question du droit à l'avortement est assez révélateur en ce moment. Donc on parle de réaction en chaîne, d'effet boule de neige, d'effet papillon. Bon, appelons cela comme vous voulez, le principal étant d'être du côté lumineux de la force, en réalité. Et vous voir aussi nombreux, c'est aussi la preuve, je le crois, enfin nous le croyons, l'initiative Racine, d'un souhait de se mettre en mouvement, de solutionner ces problèmes fondamentaux que sont l'accès aux soins, à l'alimentation, au logement, à l'emploi, à l'éducation et à l'égalité des chances. Et moi, je ne vous cache pas que j'en veux beaucoup à René Descartes ces derniers temps. Beaucoup. Alors je sais, c'est un peu abrupt comme ça d'exhumer ce pauvre René qui n'a rien demandé aujourd'hui. Il ne pensait pas qu'on allait parler de lui. Mais d'une certaine façon, même s'il était assez rock'n'roll pour son époque, je crois qu'il l'est beaucoup moins pour la nôtre, en réalité. Parce que nos siècles qui ont été couronnés justement de cet esprit cartésien nous ont enjoint à comprendre que la résolution d'un problème complexe passait forcément par la réduction en d'autres petits problèmes et que finalement résoudre ces petits problèmes permettrait de résoudre le grand problème. En minorant tout simplement que cette résolution elle avait des impacts aussi, elle-même dans les relations que pouvaient créer ces résolutions parcellaires. Par exemple, je pense au changement climatique, typiquement. C'est vrai, quand on manque de pluie, pourquoi pas lancer une armée de drones pour venir apporter la pluie à un endroit desséché. Ou alors, quand il fait trop chaud dans une rue, la climatiser. C'est des choses qui arrivent aujourd'hui, en réalité. Et ça ne résout pas le problème de base, puisqu'on ne s'attaque pas à la cause profonde de ce problème de société. Comme par exemple, pourquoi faut-il 6 générations à un enfant né dans une famille pauvre pour rejoindre la classe moyenne en France? Pourquoi finalement une personne sur 5 aujourd'hui rencontre des difficultés pour avoir une alimentation de qualité? Donc cette façon de résoudre les problèmes, de les découper en plus petits, elle a créé aussi, depuis des siècles, parce qu'elle nous a été enseignée comme ça, des hiérarchisations des disciplines. Et je sais que là-dessus, François sera d'accord avec moi, les mathématiques tout en haut, et puis les sciences sociales un petit peu en bas. Et puis elle a aussi créé des hiérarchies, les jeunes, les vieux, les blancs, les jaunes, les femmes, les hommes, la nature, l'homme. Et elle a même imprimé nos organisations, quitte à nous déshumaniser de plus en plus avec une efficacité certaine, je dois dire. Et bien entendu, René, il était à 10 000 lieues, lui, d'imaginer la vitesse vertigineuse avec laquelle le progrès s'étendrait, ni comment notre consommation, parfois futile, viendrait comme ça peser sur notre avenir. Et cette accélération totale à laquelle nous sommes confrontés, vous et nous évidemment, nous pousse à revisiter non seulement notre relation au monde, mais aussi notre relation à nous-mêmes. Voilà, et ce soir, nous avons décidé de vous donner quelques pistes, des humbles pistes que nous travaillons déjà depuis 16 mois ensemble avec l'initiative Racine, et notamment une qui est celle de se mettre en mouvement et de voyager ensemble. C'est pour ça que je le rappelle, nous vous proposons un voyage ce soir,
pour passer de cette terre inconnue, qui est cette grande complexité du monde, à un terrain beaucoup plus connu, tous ensemble.